Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans World Sport, votre rendez-vous du jeudi pour décrypter l'actualité sportive de façon générale. Mais ce soir, nous allons nous accentuer encore plus sur le football. Nous allons partir de l'actualité du football en Afrique, notamment le CHAN, pour partir à nous parler de la Super Coupe d'Europe pour enfin clôturer par l'Arabie Saoudite où on va parler du mercato et de ce championnat, la Saudi Pro League. Effet de mode ou révolution durable dans le football européen et mondial. Alors, restez bien avec nous. C'est parti pour 55 minutes de débat avec les chroniqueurs. Je les sens vraiment chauds, mais nous allons faire une petite pause réclame et on revient pour commencer le débat autour de ces thèmes passionnants. Alors, on ouvre cette émission par le CHAN 2025-2024 pour certains. On a décidé de rester au niveau du CHAN 2025. La Guinée est dos au mur après 2 défaites en 3 matchs. Donc, pour espérer continuer l'aventure, il faudra battre l'Algérie et croiser les doigts pour que les autres résultats des matchs soient plutôt favorables. C'est un scénario compliqué, mais pas impossible. Alors, quelles sont les chances réelles du Sili local et comment expliquer les 2 contre-performances des hommes du coach Abedi? Pour en débattre, nous avons un trio devant moi et ils sont vraiment chauds comme je l'ai dit au début. Et je vais commencer par l'homme qui vient de très loin, l'homme Passy. Bonsoir. Bonsoir Jean, bonsoir à tout le monde. Merci encore une fois de se retrouver ici sur ce plateau magnifique. Bonsoir à ma ville natale, la ville qui m'a engendré. Et bonsoir à madame et tous les enfants. Je crois que le débat serait encore très intéressant et très houleux. Bonsoir à tout Koya au même moment. On va saluer l'homme tout-terrain. Matin, midi, soir, il est là. Ouais. Et l'homme Mané, bonsoir. Bonsoir Jean. Bonsoir à M. Doumbia. Bonsoir à Donnarumma. Alors, M. Doumbia, c'est qui? C'est un grand frère qui suit l'émission, toutes les émissions. Donc, il m'a dit vraiment que... Il est fidèle à cette émission et aux émissions sportives. Oui, il y en a beaucoup. Il y a des taximètres qui, moi, m'interpellent dans la rue. Ils disent, c'est toi, Jean? Je dis, oui, c'est moi, Jean. Je suis votre émission. Je dis, alors, à tous ceux qui nous suivent, que ce soit ici à Conakry, à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur, parce que vous pouvez nous suivre sur Canal+, numéro 410 et sur Kavi TV, partout où vous êtes dans le monde. Merci à vous et merci pour la fidélité. Je vais finir par le plus turbulent de ce studio et l'homme Souaïba. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. C'est une attaque, mais je me réserve de répondre. Je dirais juste bonsoir aux fans du football parce que je me dis que les championnats européens seront de retour à partir de demain. Oui, disons, après 2 mois, on est sevré carrément. Il y a eu la Coupe du Monde des clubs, mais ce n'est pas la même chose que les championnats. Surtout le championnat anglais, je sais, mais nous allons avoir le temps d'en débattre. Alors, on commence par une note, je ne dirais pas négative, mais on va commencer par une note entre les deux. Par le CHAN et la Guinée. La Guinée face à l'Algérie qui est premier du groupe. Vous pensez qu'il y a un certain espoir de qualification? Je ne parle pas déjà de la victoire et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'il y a un espoir de qualification? Vous avez l'espoir, Passy? Bon, pour moi, l'espoir, il est pâle, hein, il faut le dire comme cela. C'est-à-dire, il ne faut pas s'assurer parce qu'on joue contre le finaliste de la précédente édition. Et là, les chances sont minimes. J'insiste encore là-dessus. Il faut le comprendre que on a perdu toutes nos chances qu'on pouvait vraiment avoir dans cette compétition. C'était face à l'Afrique du Sud. Maintenant, l'Algérie, ça sera un autre match, une autre rencontre avec d'autres contenus, avec sur d'autres détails, mais ça serait encore difficile de se déterminer parce que l'Algérie est très affamée de faire en tout cas une performance de XXL dans cette édition, en étant finaliste de la précédente édition, et ils sont vraiment au chaud pour vraiment remporter, vous voyez. Et chez nous, on ne peut pas espérer trop parce qu'on a fait combien de matchs? 3 matchs, 5 buts encaissés avec une statistique autant pour moi assez, je peux dire, qui balance en dents de scie. Oui, laborieuse. Il ne faut pas hésiter de dire voilà, les mots donc, clairement. Si on s'accrochait un tout petit peu pour revivre l'espoir chez nous les footballeurs, et chez nous les amateurs de football, ou les spectateurs, les supporters,
C'est-à-dire, on peut lire dans les yeux ou sur les lèvres de l'entraîneur pour dire que si on se met dans le si, et moi je dis que c'est carrément fini parce qu'on ne peut pas être dans le si et espérer. Ça veut dire que c'est un match de survie, mais qui va tourner au vinaigre. Je vous sens dubitatif. Je vais passer à quelqu'un qui d'habitude est positif dans tout ce qu'il dit. On va l'espérer. Alors, oubliant l'adversaire qui est premier du groupe, d'accord, mais est-ce que dans un coin de la tête, vous vous dites que c'est possible, tout n'est pas perdu? Non, je ne crois pas cette fois-ci, je ne crois pas. Je crois à la victoire, mais une qualification parce que voilà, la défaite face à l'Afrique du Sud a été la défaite de trop, voilà, parce que l'occasion c'était la rencontre qu'il ne fallait pas perdre. Au minimum un match nous allait nous arranger, mais on a 2 défaites, c'est une situation, on est dans une situation calamiteuse. Je pense que voilà, c'est une rencontre pour moi, pour l'honneur, pour jouer l'honneur, parce que là ça va être compliqué. La qualification elle est vraiment entérinée. Alors, oui, la qualification, elle semble de plus en plus s'éloigner, mais il y a immense espoir, je voudrais dire, il y a immense espoir de qualification quand même. Bien entendu. Tant que ce n'est pas fini, il ne faut pas s'avouer vaincu. Bien sûr, ça ne reste plus qu'un seul match pour la Guinée, mais j'ai envie de dire, sortez les calculettes parce que vous pourriez avoir un petit peu mal à la tête. Il y a quand même un scénario qui pourrait être favorable à la Guinée, mais un seul. Avec 2-3 si, hein. Oui, il y a beaucoup de si d'ailleurs, beaucoup de si. Ça serait d'abord, ça commence par une victoire face à l'Algérie, et ensuite on va espérer que l'Afrique du Sud ne s'impose pas et qu'elle perde d'ailleurs le match face au Niger, ce qui semble être compliqué. Parce que le Niger semble être le plus faible de ce groupe. Voilà, sachant que l'Algérie jouera que son 3e match face à la Guinée, donc il lui restera un match, et on va encore espérer que l'Algérie fasse un match nul face au Niger et que l'Afrique du Sud également fasse un match nul face à l'Ouganda. Rappelant que l'Ouganda est premier du groupe avec 6 points, l'Algérie avec 4 points, l'Afrique du Sud avec 4 points, la Guinée n'a que 3 points. Donc une victoire la face Guinée à est 4e, hein. Oui, clairement, une victoire face à l'Algérie, ça fera 6 points pour la Guinée et 6 points pour l'Ouganda. Donc les matchs nuls de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, la première défaite de l'Algérie, après ça veut dire une défaite, un match nul, une défaite pour l'Afrique du Sud, un autre match nul. Ça veut dire que les points seront un petit peu en dessous de ceux de la Guinée, ce qui permettrait au CELI national de se qualifier. Beaucoup de si, mais vous savez, on est tellement fort en mathématiques. Un ancien ministre de l'Éducation nationale ne dira pas le contraire. Donc voilà, on va d'abord gagner, après prier. Il y a beaucoup de si, vous en avez cité 3 ou 4. Je trouve qu'on s'éloigne de plus en plus d'une probable qualification, mais ce n'est pas fini, parce que ces si peuvent parfois s'avérer, en tout cas peuvent être sur la même longueur d'onde. Il arrive, ce n'est pas exclu. Alors, on va revenir un peu en arrière. La Guinée s'est-elle sabordée face à l'Afrique du Sud ou bien face à l'Ouganda? Clairement, c'est dans quel match la Guinée aurait dû avoir les 3 points pour se mettre à l'abri? Vous savez, moi je vous ai dit depuis la première sortie de cette équipe, je dis on peut espérer si toutefois on parvient vraiment à respecter les secteurs de jeu et qu'on apporte en tout cas des remaniements comme voulait aussi le coach, mais avec les pièces qu'il avait sous la main. Et c'est pas est-ce qu'il s'est planté ou on ne sait pas, mais il faut comprendre que... Il s'est planté parce que le résultat, c'est ce que le résultat nous montre quand même, avec tout le respect qu'on doit à Abedi. Oui. D'accord, donc vous comprenez, cela veut dire que il devrait sortir le gros jeu parce qu'on ne peut pas gagner un match à l'avance. Après avoir perdu face à l'Ouganda, il faut le comprendre que le match le plus revanchard, c'était face à l'Afrique du Sud, où il fallait complètement sortir de tous les griffes et puis aller, en tout cas, s'engouffrer avec ces occasions qu'ils ont vraiment vendangées dans la surface de réparation. Vous vous rappelez, avec ces multiples contre-attaques, mais qui n'aboutissent à rien parce que, voilà, le système n'a vraiment, la mayonnaise n'a vraiment pas pris. Moi, je disais ça dans une des précédentes émissions de World Sport, je dis que c'est vrai, on gagne des occasions. Nous avons un milieu qui peut vraiment récupérer et alimenter l'animation offensive. Mais derrière, si on n'est vraiment pas rapide dans le dernier geste, on va forcément passer à côté. Et vous vous rappelez, je disais encore que la défense n'est pas tellement rassurante dans la mesure où il y a une très mauvaise organisation défensive. Je le dis et je l'insiste. On ne sait pas entre la couverture et le ramasseur, c'est-à-dire celui qui est au sentinelle, qui fait son rôle. Je dis et je persiste.
face à des lignes d'attaque très efficaces, ils vont nous faire mal. Et ça s'est avéré face à une équipe où on devait vraiment, une équipe prenable, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, même si ils ont en tout cas un parcours aussi un peu vétéran par rapport à nous. Mais c'était un match où on pouvait vraiment les prendre en chandise. Mais le secteur de jeu nous a vraiment mis dans le chaos. Et c'était maintenant dans... En fait, on était entre le marteau et l'enclume, comment terminer le match pour ne pas vraiment prendre un score fleuve. Mais le gros match, c'était en tout cas cette rencontre de l'Afrique du Sud, où on pouvait vraiment avoir les 3 points, mais patatras, ça a tourné autrement. Alors, on a pêché où en gaspillant les occasions ou en étant perméable derrière. Dans lequel des secteurs on peut pointer du doigt pour ce qui est de ces 2 rencontres-là? Je pense les deux, surtout le côté défensif, parce que voilà, on avait une défense qui était aux abonnés absents, parce que voilà, ça, la rigueur on n'imposait pas. On a vu, voilà, c'est des buts qu'on a encaissés, c'était des buts quasiment évitables. Il y avait un manque de communication entre les 2 centraux, c'est qui ont surtout la rencontre face à l'Ouganda, parce que voilà, c'était une débâcle totale, hein. Moi je n'attendais pas à une défaite, malgré voilà, mais cette réaction on a vu après la défaite encore, Souleymane Abidi n'a pas fait un changement, parce que soit vous disait tantôt, voilà, après avoir gagné le premier match, la deuxième sortie, il fallait faire un changement, parce que voilà, il y avait certains joueurs qui n'ont pas donné satisfaction. C'était une question de relancer certains joueurs, mais tel n'a pas été le cas. Et on a vu contre l'Afrique du Sud, c'était le match qui n'est pas perdu. Je dis, c'est à défaut de ne pas perdre, au moins faire un match nul, mais voilà, ça manquait de respect, voilà, à l'Afrique du Sud, parce que c'était une formation très très bien organisée. Le championnat sud-africain, on a vu les Mamelodi Sundowns, les Orlando Pirates, à chaque fois, là, ce sont des équipes qui représentent le club à l'échelle continentale. Donc, c'est pas, disons, une défaite imméritée, mais l'expérience ça compte, parce que voilà, pour moi c'est une décision, parce qu'à chaque fois la Guinée discute cette compétition, nous aurons au minimum atteint le dernier carré. Donc cette année ça sera une grosse décision, parce que la qualification s'éloigne de plus en plus. Alors la qualification s'éloigne, on est d'accord, mais elle ne s'est pas éloignée dans cette dernière journée pour la Guinée. Elle s'est éloignée face à l'Afrique du Sud ou face potentiellement à l'Ouganda. Vous pensez qu'on aurait dû prendre des points dans lequel de ces 2 rencontres-là, véritablement? Sérieusement, on aurait dû prendre des points déjà face à l'Ouganda. C'est vrai qu'on a joué face à une équipe organisatrice qui était soutenue quasiment par un 12e homme, mais on a pris des buts quasiment évitables, comme il a dit. Au moins empêché de prendre 3 buts. Premier but encaissé sur une heure défensive après un penalty. Mais je pense que c'est de là-bas d'abord, c'est de là tout est parti. Parce que certes, on a fait un très bon match face à l'Afrique du Sud, mais comme vous l'avez dit, quelqu'un parlait tout à l'heure du secteur défensif, mais moi je pense que c'est pratiquement toute l'équipe qui a failli, surtout au milieu de terrain. C'est vrai que la défense n'a pas été assez bonne, mais... je me souviens du premier but par exemple de l'Afrique du Sud où le défenseur renvoie le ballon, mais il n'y a personne pour prendre le second ballon. Et ça c'est inconcevable. Je me demandais qui était la véritable sentinelle de cette formation entre Dramé et Ismaël qui jouait devant la défense. Parce que on se sabordait, comme vous l'avez dit, à trop offenser, envoyer des ballons offensifs, mais tout en oubliant parfois de défendre. Et l'Afrique du Sud a su profiter. Ils ont récupéré quelques ballons, ils se sont projetés, 2 contre-attaques, 2 situations de but, et ils ont claqué 2 buts. Pendant que nous, on a eu beaucoup d'opportunités. Malheureusement, offensivement, ça n'a pas trop répondu également. Mais je pense que là où on aurait pu d'ailleurs éviter tout, au moins un point face à l'Ouganda, peut-être qu'aujourd'hui on n'en serait pas là à faire tous ces calculs. Donc moi je pense que les 2 matchs, on avait la potentialité de remporter à minima, à faire un match nul au moins face à l'une des 2 équipes sur les 2. Mais surtout s'imposer face à la Sud-Afrique. Oui. Alors face à la le constat qui se dégage, c'est qu'il y a des pays sur lesquels la Guinée avait une certaine avance en termes de football, mais qui ont petit à petit dépassé la Guinée. Je veux parler de l'Ouganda et même de l'Afrique du Sud, qui nous ont dépassés. Parce que le CHAN, c'est le reflet du championnat. Parce que c'est les joueurs locaux. Comment vous expliquez cela?
pourquoi ces pays ont une telle avance sur nous maintenant? Vous savez, ça fait 2 ou 3 ans, moi je dis en tout cas sur nos antennes que les pays se sont servis à la Guinée, en tout cas pour bâtir leur football. Vous vous rappelez, la Tanzanie qu'on parle aujourd'hui, ils ont fait en tout cas un copier-coller pour bâtir leur football. Vous parlez de l'Afrique du Sud, mais c'est parce que nous on a perdu notre indice représentatif. Parce que regardez, depuis combien d'années nous n'avons pas de représentants. C'est vrai, Mané soulignait tout à l'heure, on a perdu carrément le repère en matière d'organisation, en matière de valeur, en matière d'indice également de notre football, de notre championnat, ne serait-ce que local. De nos jours, on est en train de s'enfoncer encore dans le mal, peut-être être sur une bonne pente, pensant que ça va, mais quand on part sur un trophée continental, en tout cas sur le plan africain, on a du mal à s'imposer. Vous vous rappelez, si on se laisse comprendre, en tout cas ce petit exemple dans cette compétition CHAN, nous avons battu une équipe où dans notre poule, toutes les nations l'ont battu. Ouais. Mais c'est parce qu'on n'a pas progressé. C'est le plus faible. Le plus faible, le Niger qui a jusqu'à présent 0 point et qui a été battu par tous les autres adversaires. Mais dites-moi, est-ce que nous avons progressé? Nous n'avons pu planter que 2 buts. Et finalement 5 buts encaissés. Cela veut dire que nous ne pouvons vraiment pas se mesurer maintenant la Guinée en tant que grande nation de football. Nous ne pouvons pas se mesurer en tout cas face à maintenant à l'Algérie ou à l'Afrique du Sud ou à la Tanzanie. Pourtant, au prime abord, dans les annales de l'histoire, ces pays-là se servaient de la Guinée, du talent guinéen, en tout cas pour bâtir leur football. Ce qui incarne aujourd'hui l'image du football national guinéen, en tout cas, c'est de la simple rediffusion qu'on peut vraiment vivre. Non, mais là, je vois Major. Déjà, il disait tout à l'heure que ces pays se servent du talent guinéen pour évoluer, pour bâtir leur football. Je le rejoins totalement. D'ailleurs, il y a un joueur guinéen qui vient à peine de s'engager avec le Simba FC. Ouais. Ça prouve à suffisance. Nabi Kamara. Ouais. Après Moussa Kamara, voilà, ça prouve à suffisance que ces pays ont besoin des talents guinéens pour se forger. Aujourd'hui, nous, vous parlez tout à l'heure que le CHAN est le reflet des championnats locaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous on est en train de faire pour que notre championnat ait le véritable niveau, un véritable niveau professionnel? Parce que c'est un championnat professionnel. Normalement, aujourd'hui, aucune structuration. Ouais. Les clubs n'ont pas de stade. Il y a pas, je sais pas, j'ai même du mal à me prononcer là-dessus parce que quand tu y réfléchis, quand tu veux te pencher là-dessus, tu trouves quasiment que nous sommes tout le temps dans le temps archaïque. Les réflexions sont archaïques, les projets sont archaïques, tout ce qu'on met en place est archaïque. On n'arrivera pas le football à s'en sortir. On est toujours en arrière. Et j'ai même envie de dire, on n'aime pas s'inspirer également des autres pays parce qu'on a vu des pays émerger devant la Guinée ici, qui aujourd'hui sont en train de faire des merveilles sur le plan international dans ce domaine-là. Je veux parler du Maroc, c'est un pays qui, normalement, avec toute la fortune autour de ce pays, ne se comparait pas historiquement à la Guinée. Il y avait beaucoup de pays comme ça, mais aujourd'hui, on est en train de... Ça va de mal en pire pour la Guinée, ça dégringole une chute libre totale pour le football guinéen, pour le sport en général. Il faudrait forcément une prise de conscience à ce niveau, parce que, certes, une désillusion, comme il l'a dit dans cette compétition, mais tant que ça ne change pas à la base, je pense qu'on va toujours continuer à peut-être participer parce que le nom du pays est très joli, la Guinée, le hymne national également joli, les couleurs sont jolies. Voilà, il y a des prénoms jolis, Serhou Guirassy, beaucoup de noms comme ça qui viennent de la Guinée, donc c'est tellement représentable à l'extérieur que les gens se disent oui, c'est un très bon pays, mais après on va aller dans les compétitions, on n'ira que ramasser de la honte, de la désillusion et on viendra bredouille, franchement, il n'y aura rien. Et moi, j'ai juste envie de dire, c'est de l'éternel recommencement. Je vois. Passy parle de rediffusion, vous parlez de recommencement. C'est la même chose. Pratiquement. Alors, la désillusion est telle que c'est carrément la seule équipe nationale, en tout cas de top niveau, que la Guinée avait comme représentant cette année, parce que le Chili n'est pas à la CAN. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire... Parce que la disqualification ou l'élimination est quasi décrétée. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut revenir se remettre au travail ou bien il faut continuer à se voiler la face et se dire qu'on est une nation de football? Il faut travailler parce qu'actuellement le football est devenu une science. Vous avez vu l'Angleterre, le pays qui a organisé ce football. Voilà, donc, et ils ont mis les moyens, donc il faut mettre les moyens. C'est vrai, on n'a pas des écoles de foot. La Guinée, on a des talents ici. Mais il y a quelques-unes quand même.
Voilà, il y a quelques-unes. Voilà, il faut mettre les écoles de foot parce que les conditions ne sont pas là. Les stades, vous voyez comment le championnat se déroule dans les conditions, disons, pitoyables. Donc, on ne va pas se mesurer avec les autres nations quand on se rencontre dans les compétitions parce que voilà, c'est pas le même niveau, c'est pas les mêmes, disons, c'est pas les mêmes réalités parce que voilà. Il n'y a pas d'infrastructure sportive digne de nom. Oui, pour moi, il faudrait renforcer la coopération sud-sud. Aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens d'avoir de tisser des partenariats avec des clubs comme Marseille, comme Lyon ou Metz. C'est qui fonctionne bien du côté du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Effectivement, parce que nous sommes un pays francophone, on voit comment le Sénégal s'y tient. Aujourd'hui, vous n'avez pas ces moyens, peut-être des relations, mais aujourd'hui... Pas forcément les moyens, pour moi. Peut-être des relations ou des envies, je ne sais quoi, mais aujourd'hui il y a des clubs, il y a des pays africains aujourd'hui qui sont en train d'émerger sur ce plan. Je vais parler du Maroc qui a une très bonne relation avec la Guinée, même si le championnat sénégalais n'est pas aussi top que ça, mais il y a beaucoup de partenariats. Mais en Côte d'Ivoire par exemple, c'est un championnat très très relevé, on voit même parfois des matchs sur Canal. Ça veut dire que vous avez la possibilité ne serait-ce que d'avoir des petits partenariats avec ces clubs voisins. Ça peut également faire progresser l'équipe, des transferts interclubs, tout ça et tout. Donc pour moi, il y a tellement d'idées. Aujourd'hui, il faudrait que nos clubs sachent que s'ils n'acceptent pas de sortir, d'aller voir ailleurs, au moins de s'inspirer, je ne dirais pas de copier, mais de s'inspirer, d'innover autrement, notre football restera sur place et on va juste taper les mains dans une compétition pour acclamer un joueur qui est très bien, mais après une compétition ou deux, on ne le retrouvera plus. Et même si il a la chance, par exemple, de sortir, ça, à un moment donné, il ne va pas très tenir parce qu'il n'y a pas beaucoup de niveau. Alors, il n'y a pas beaucoup de niveau, on est plutôt d'accord sur ça. Oui, quand même. C'est ça. Hein. Il faut comprendre que non seulement la politique sportive également. Donc il faut revoir la politique sportive de façon globale. Souvent on a des belles idées, mais on a du mal à les mettre en exergue. Moi récemment j'ai suivi le salon professionnel du sport où on a suivi 3 jours, il ne serait-ce qu'autour du débat sportif. On a vu des experts, le ministre rwandais des sports, notre confrère Philippe Dussier qui a vraiment mis les échelons pour vraiment permettre à la Guinée de retrouver l'ascension vers, en tout cas en haut de l'échelle. Mais aujourd'hui, où sont-ils ces idées-là? Est-ce que la fédération ou toutes les fédérations qui ont pris part à ce salon-là, organisé par ce frère Abdoul Mbaye, où on est en tout cas pour mettre en lumière ces idées afin de permettre à notre football, nos sports, de sortir dans l'ornière? Parce que tant qu'on tourne autour, derrière dans les bureaux, c'est des belles paroles, mais sur le terrain, on n'administre pas ces propos-là pour vraiment mettre à bon escient les athlètes pour pouvoir vraiment retrouver l'automatisme. On va tourner à rond et c'est la simple désillusion pure et simple qu'on va vraiment retrouver dans les compétitions africaines. Alors, je sens tout le monde amer et même les auditeurs, je sens que tout le monde est amer parce que c'est une quasi-élimination qui fait rattache. Maintenant, on va finir parce que le débat va continuer peut-être demain ou à partir du lundi sur ce champ-là. Qui doit prendre ses responsabilités pour inverser la tendance? Rapidement, c'est vous qui allez clôturer le débat sur ce thème. Et s'il ouvre une brèche? Qui doit prendre ses responsabilités véritablement pour changer la donne? Je ne parle pas seulement de l'équipe locale, je parle du football de façon générale et pourquoi pas le sport. Bah là, il faut que la fédération, c'est tout le monde, voilà, tout le monde ne fera pas de cette façon parce que voilà, nous voulons l'émergence du football guinéen, donc il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. C'est qu'il faut il faut faire l'état-major du sport en général, et le département, et la fédération, les différentes fédérations associées de tous les ingrédients, les mécènes, on fait l'état général du sport et on trouve forcément le chantier à faire. Moi je dirais qu'il faut formater, il faut faire une table rase, il faut formater les têtes, formater les esprits, formater tout ce qui est là et aller à repartir de zéro si surtout on veut. Faire le bon diagnostic. Clairement, parce que quand j'entends parler les gens parler de la Guinée, de son football, j'ai l'impression qu'on parle de l'Espagne. Oui, on dit le talent, ça joue très bien, on se compare pratiquement au Brésil, mais aujourd'hui on ne pose rien. Donc pour moi, il faudrait forcément une table rase. Déjà, les diagnostics sont déjà faits. Moi, je pense que chaque fois on soulève des problèmes, on soulève des questions, donc les gens ils savent. Que ce soit au niveau des entités, le ministère, la fédération, même certaines personnes de la presse qui gangrènent je sais pas, un phénomène de mauvaise conscience dans ce milieu. Franchement,
il faut faire un formatage total. Alors, on va partir en Europe, on va parler de la Supercoupe d'Europe qui s'est déroulée hier. Le PSG qui s'est imposé dans la douleur. Alors, dans la Supercoupe, dans un match plutôt favorable aux Spurs, le PSG est revenu au score à la fin de la rencontre grâce notamment aux entrants Kangin Lee et puis Gonzalo Ramos avant de s'imposer au tir au but, une victoire dans la douleur qui lance véritablement la saison du PSG. Mais que vaut réellement ce titre et le PSG est-il véritablement armé pour rééditer la saison dernière? Nous allons en débattre. Je sais qu'il y a un sous-thème ou un sous-sujet qui va alimenter le débat. Le cas Chevalier, quid de Donnarumma? Mais avant tout, parlons des vaincus. Parlons des Spurs. Qu'est-ce qui a véritablement manqué aux Spurs qui a mené jusqu'à la 75e minute? C'est la profondeur de banc parce qu'on a vu lors de la seconde période, cette formation était tellement fatiguée parce qu'en première période, il y a eu des coups de pied arrêtés, ils ont été réalistes. On pensait que cette formation de Paris Saint-Germain, c'est vrai, ils n'ont pas connu des semaines de préparation parce qu'ils n'ont connu que 5 jours pour préparer cette finale. Et du côté des Spurs, on a mis au minimum 6 semaines pour préparer ces rencontres. Moi, je pense que aussi, il y a des sorties de certains joueurs qui ont complètement handicapé cette formation. Je parle du Ghanéen Mohamed Kudus et du Sénégalais Pape Matar Sarr, qui faisaient du bon boulot. L'air sorti complètement pénalisé cette formation de Tottenham. Sinon, logiquement, on ne va pas dire que cette formation de Paris Saint-Germain n'a pas mérité parce que si vous regardez les précédentes finales, le vainqueur de la Ligue des Champions est remporté sur le trophée. Oui, c'est quelque peu équilibré. C'était la 50e édition et il semble que le vainqueur de la Ligue des Champions se trouve à 29. Oui, 29. 29 et puis 30 depuis hier. Et puis le vainqueur de l'Europa League est à 20. Ce n'est pas comme on aurait pu imaginer dire que c'est seulement le vainqueur de la Ligue des Champions. Alors, l'entraîneur du PSG a affirmé après la rencontre que Tottenham était bien meilleur que le PSG, mais parfois le football c'est comme ça. Oui. Vous aussi, vous avez perçu le match comme ça? Oui, je crois qu'il a bel et bien respecté ce qu'on appelle l'adversité. C'est pas exclu dans le football, il faut reconnaître le mérite et c'est ça encore les valeurs sûres du football, surtout quand on est dans une rencontre très décisive. Moi je dis que Luis Enrique, il est parfois dans la logique sportive, sinon avoir les séquences du match, moi je dis que Tottenham pouvait vraiment renverser la tendance, quand même à la dernière minute, mais voilà, comme Mané l'a dit, la profondeur, un peu de tactique les a manqué, puis certainement l'affluence également de Paris Saint-Germain, parce que Paris, avec tout ce qu'il a pris, en tout cas au courant de cette année 2025, avec tout ce qu'il a posé comme problème au niveau des grands clubs dans les différentes rencontres. En fin de compte, Tottenham n'a pas pu certainement gérer, comme on dit souvent, les grandes formations, les grands clubs, c'est à la dernière minute. Oui, dans les grands moments, dans les moments décisifs. Pendant les 75 minutes, tout indiquait que les Spurs avaient compris comment fonctionnait le PSG, comme Chelsea l'avait fait il y a un mois et demi. Qu'est-ce qui a manqué pendant ces 15 dernières minutes à ces Spurs-là pour glaner ce trophée-là? Déjà, on est parti jusqu'à la 85e minute. Il faut rappeler que c'est à partir de ce moment où le Sud-Coréen Kangin Lee a marqué le premier but du PSG. Personnellement, je n'étais pas supporter de Tottenham parce qu'ils étaient tombeurs de Manchester en finale de la Ligue Europa, ni pour le Paris Saint-Germain. Donc moi, je supportais l'arbitre et les supporters. Donc j'ai envie de dire, ils ont manqué d'expérience parce que pour moi, ils ne sont pas trop habitués à jouer ces genres de rencontres, même si le Paris Saint-Germain, ce n'est que la première Ligue des Champions, mais le PSG a joué beaucoup de matchs, beaucoup de finales également. Donc pour moi, les changements de Thomas Frank, c'est ce qui ont pénalisé. Je ne parlerai pas de profondeur de banc parce que quand vous sortez Richarlison, vous mettez Dominique Solanke. Je pense que les niveaux sont à peu près les mêmes. Vous mettez Matistel, Mohamed Kudus. Surtout pour moi, c'est au niveau du milieu de terrain où il a changé Palinha très très tôt dans la rencontre. C'était pour moi celui qui empêchait un petit peu le Paris Saint-Germain de dérouler au milieu de terrain. Palinha et Pape Matar Sarr, pour moi, ça a été les deux
facteur important pour Tottenham dans la rencontre. Malheureusement, la sortie de Palhinha et du Sénégalais ont libéré un petit peu le milieu. C'est ce que Luis Enrique a aussi compris. Il a fait rentrer Kangin Lee, Fabien Ruiz également, deux milieux, c'est le facteur X qui pour s'imposent. moi, Donc c'est là où il y a eu quelques changements. Et après, il y a eu on connaît Tottenham, même à la saison dernière, c'est une équipe qui encaissait beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a préféré jouer avec 3 centraux, Danso, Van de Ven et Romero. Malheureusement, la fébrilité est revenue. Le gardien n'a pas totalement assuré. Donc finalement, le Paris Saint-Germain a haussé le niveau et ils sont revenus au score. Je ne dirais pas que ça a été démérité aussi pour le PSG, mais Tottenham aurait mérité de remporter ce match parce que pratiquement 85 minutes où ils avaient la main mise sur le match. Mais comme vous l'avez dit, ça reste du football, ça arrive aussi. Donc je pense qu'ils vont rapidement se relever. Ça va leur servir de leçon pour pourquoi pas atteindre d'autres compétitions et remporter de nouveaux titres. Alors, c'est plus Thomas Frank qui a abandonné le match à Luis Enrique ou bien c'est Luis Enrique qui a repris le dessus à travers ses remplacements? C'est entre les deux parce que voilà, vous avez dit il y a aussi l'expérience parce que voilà, cette formation d'experts n'est pas habituée à jouer des compétitions. C'est vrai, le Paris Saint-Germain, on a vu voilà, chaque saison au moins il remportait les trophées nationaux du côté de France. Voilà. Avec ça, la Ligue des Champions, on a vu il y avait l'exploit. Voilà, Souaïba disait voilà, il y avait aussi voilà, ce changement parce que moi je disais les rentrées de Ibrahim Baye et de Fabien Ruiz ont complètement changé la physionomie des rencontres du côté de Paris Saint-Germain. Il y a aussi un peu la fatigue parce que voilà, les joueurs avaient un peu lassé parce qu'ils pensaient que voilà, c'était déjà fini quasiment. Voilà, ils défendaient. On a l'expérience. Voilà, c'est ça. Absolument. Un match n'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas soufflé. On a vu même Cristiano Romero et voilà, qui s'est chaque fois voilà, il tombait sur la pelouse parce qu'il sentait la fatigue. Pour moi, ce sont les faits qui expliquent un peu voilà, cette défaite du côté de Tottenham. Mais Thomas Frank, il y a une boutade à la fin de la rencontre qui se souvient que le dernier entraîneur à remporter un titre avec Tottenham a été limogé. Et il a décidé de ne pas prendre le titre hier. Alors, la prime maintenant au vainqueur, à ce PSG-là, que vaut véritablement ce titre de Supercoupe d'Europe en ce début de saison pour une équipe qui a pratiquement tout gagné la saison dernière, hormis la Coupe du Monde des clubs? D'abord, avant d'attaquer à la question posée, j'ai dit que c'est un match qui me rappelle la demi-finale entre City et le Real Madrid, où Pep Guardiola a déjà pensé au championnat pendant qu'il a assuré la qualification. Et voilà, Ancelotti a carrément, au fil d'un changement effectué par City, Ancelotti a carrément changé la donne en faisant sortir les Valverde et tant d'autres là. Bon, je crois que c'est un coup, ou en tout cas un signal aussi très fort pour cette pré-saison. Il faut le dire, ça peut être une marque indélébile pour eux d'être dans le top, en tout cas niveau de la saison, parce que il faut encore faire peur, défendre l'image de la saison dernière. Je crois que ce trophée, ce titre encore de champion de Supercoupe d'Europe peut permettre encore à Paris de garder son ADN, en tout cas dans l'environnement du football européen. Et puis on dit qu'en Ligue 1 là il n'y a pas match, ils vont forcément dicter leur suprématie. Maintenant sur le plan européen, c'est-à-dire en Ligue des Champions, c'est un trophée qui peut leur permettre d'être encore un peu, en fait, transmettre la peur dans les yeux des adversaires pour en tout cas faire leur jeu, faire leur en tout cas leur chasse aux sorcières s'il faut le dire ainsi. Mais moi je dis que c'est un titre mérité, et puis terminer champion d'Europe et aller en Coupe du Monde des clubs, partir jusqu'à un certain niveau encore, même malheureusement on ne parvient pas à la remporter, et gagner des trophées encore dans le cadre continental, non seulement sur le plan européen, et finir dans la pré-saison, remporter cette super Coupe d'Europe. Moi je dis que c'est mérité pour eux. Alors est-ce que cette victoire peut faire oublier ou nous faire oublier la déculottée face à Chelsea? C'est un nouveau PSG, c'était un accident, le match face à Chelsea? Aurait été le Real, le Barça ou peut-être même Manchester City, peut-être que ça aurait laissé beaucoup plus d'empreintes, mais le Paris Saint-Germain vient
de commencer à goûter à la sauce, donc c'était pas si grave. Oui, je trouve que c'était déjà oublié, et donc même si les vieux démons ont failli ressurgir face à Tottenham, parce que 2 défaites d'affilée en 2 finales, ça aurait été beaucoup plus compliqué à gérer, mais voilà, ils ont remporté un titre qui peut leur faire oublier, surtout que c'est un titre aussi important pour commencer la saison avec la confiance, et aussi donner peut-être un minimum quelques avantages à leur numéro 10, à Ousmane Dembélé pour le prochain ballon d'or. Pour la lutte au ballon d'or. Voilà, donc autant profiter de ce titre, comme il l'a dit, mérité, parce que apparemment ça pourrait être la dernière compétition à 2 équipes. C'est ce que l'IFA envisage, d'organiser désormais une super coupe à 4. Toujours d'augmenter les matchs. Oui, à 4 équipes qui pourraient se jouer soit au Moyen-Orient ou aux États-Unis. Donc peut-être que le deuxième finaliste pourrait avoir des revanches à prendre lors des prochaines éditions. Donc autant en profiter. Et c'est bien pour le Paris Saint-Germain, parce que certes, en Ligue 1, ça serait pratiquement très très facilement. Enfin, j'ai pas envie de dire très très facile, mais ils sont partis pour être encore une fois champions. 9 fois sur 10. Voilà, ils sont partis pour être champions, certes, mais en Champions League, ça va se corser plus, parce qu'il y a des équipes qui se sont renforcées. Donc c'est bien pour la confiance du groupe et les nouvelles recrues également, d'avoir tout de suite des titres avec le club. Oui. Il faut louer la vision tactique de Luis Enrique, où c'est les joueurs qui ont pris la responsabilité de changer la donne. De la manière dont vous avez vu la rencontre, moi j'ai vu Luis Enrique déconnecté, assis. Et il a commencé à râler qu'à partir du moment où ils ont enlevé le premier but. C'est un coin qui passe faire, parce que voilà, Gonzalo Ramos, j'ai toujours remarqué, quand il est titulaire, il ne fait pas un bon match, mais quand il rentre, c'est le super sub de cette formation. À chaque fois il rentre, il est décisif. Vous avez remarqué le match face à Manchester City, il rentre, il donne la victoire. Donc je dirais c'est une formation, c'est une victoire qui donne un mérite à le coach et les joueurs, parce que c'est lui qui fait le changement. Donc surtout, pour moi, la pièce maîtresse de cette formation, c'est Fabien Ruiz. Donc quand il est rentré, la physionomie du match a complètement changé. Oui, alors la physionomie de la rencontre a changé à partir du moment où Fabian est rentré, mais il ne faut pas oublier le premier but égalisateur, Kangin Lee. C'est un joueur effacé qui, même s'il performe, on ne parle pas de lui. Voilà. Et pour moi, après les 3 ou 4 de devant, c'est lui qui vient. Pour moi, il vient même avant Gonzalo Ramos. Bien entendu, moi je trouve qu'on est dur avec lui, parce que pour moi, le véritable changement dans cette rencontre, c'est Kangin Lee. Il n'y a pas que le but, mais il a totalement transfiguré l'attaque, parce qu'il a permis une dynamisation entre Dembélé, Désiré Doué et Gonzalo Ramos. Moi, j'étais d'ailleurs surpris du remplacement de Kvaratskhelia, parce que je me disais que c'était celui qui pourrait faire la différence pour le Paris Saint-Germain, mais il n'était pas totalement dans son match. Il avait d'ailleurs écopé d'un carton jaune. Donc je dirais à minima, le coaching de Luis Enrique a quelque peu changé la physionomie de la rencontre. Les joueurs certes se connaissent, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Il y a un automatisme, ils viennent de sortir d'une compétition, une Coupe du Monde des clubs, donc ça fait pas longtemps. Le changement a été peut-être un facteur qui a pu renverser la rencontre. Mais là où je vais insister, c'est que les changements du côté de Tottenham n'ont pas été meilleurs. Et voilà pourquoi le Paris Saint-Germain a pris le dessus. Parce que si Thomas Frank avait gardé à minima la structure au milieu de terrain, Pape Matar Sarr, Palhinha, autour de Bentancur qui était fatigué en fin de match, je pense que Tottenham aurait mieux résisté. Alors, vous pensez comme moi que pendant la rencontre, c'est Kudus qui a été le meilleur joueur du match? Bien entendu, surtout en première explication, il a causé énormément de problèmes à Nuno Mendes et à la défense parisienne. N'oublions pas également Richarlison qui a beaucoup amorti et voilà, qui a fatigué cette défense. Je l'ai même dit pendant la rencontre, pendant le changement, quand Solanke rentrait, j'avais dit que pour moi Richarlison était celui qui fatiguait mieux les défenseurs. Solanke, certes, c'est un très grand attaquant, mais il est très fort que dans la surface de réparation, et Richarlison, ça bouge beaucoup. Ça empêchait Marquinhos et William Pacho de se projeter devant, et finalement son remplacement a quelque peu coûté un fou, a poussé le Paris Saint-Germain à mieux attaquer, à se relâcher,
Et Matistel qui est rentré, certes pour prendre la profondeur, n'a pas réussi. Il n'a jamais pris. Voilà, n'a pas réussi à avoir des brèches devant. Et c'est ce qui a permis aussi au Paris Saint-Germain de monter sur le terrain. Et Tottenham avait commencé à reculer parce que les milieux de terrain, vous mettez Archie Gray, vous mettez Lucas Bergwall, ce ne sont pas des joueurs qui sont très très forts défensivement. Et vous sortez Palinha, Pape Matar Sarr qui ont été très très bons également dans la rencontre. Et le Ghanéen Mohamed Kudus. Oui, je crois qu'il a célébré trop tôt la victoire et il a sorti ceux qui étaient censés défendre cette victoire. Alors, parlons des forces vives de cette rencontre. J'ai vu Ousmane Dembélé étant élu meilleur joueur de la rencontre, mais que de Chevalier. Qu'est-ce qu'il a emporté? C'est lui qui a été le facteur X de cette victoire, notamment dans les tirs au but. On va se souvenir naturellement de sa bourde dans le match, mais pendant les tirs au but, c'est le facteur X de la victoire. Bah oui, on peut s'appuyer sur lui parce que aujourd'hui, qui parle d'un favori prétendant en tout cas au Ballon d'Or, il a toutes les chances. Et puis vous parlez de Dembélé, hein? Oui, je parle de Dembélé, bien entendu. Vous comprenez. Oui. Donc il a toutes les chances et il a tout le soutien également de ses coéquipiers et tout le monde. Même de son pays. Et même de son pays pour le mettre en confiance et le mettre au-delà au devant de la scène. Et aujourd'hui, dans cette rencontre, il peut être le facteur X de cette rencontre et même auteur d'une passe décisive pour le deuxième but égalisateur. Oui, ça apporte quelque chose. Voilà, ça apporte quelque chose. Je sais que le football, il faut jouer sur le mental et voilà, il faut être sûr parfois, comme on appelle les sociologues, être psychanalyse parfois, c'est la pensée trahit l'action quelque part, essayer de jouer sur la mentalité. On va sortir les dictionnaires. Il a expliqué, mais moi je ne l'ai pas compris. On va sortir les dictionnaires. On va après. En tout cas, il faut être parfois sociologue dans la tête, essayer de jouer sur le mental de l'adversaire et c'est ce que Dembélé a fait. Il a été le facteur X de cette rencontre, surtout même dans les échanges de tirs au but. Alors, revenons à ce Chevalier, à ce nouveau gardien qui n'a eu que 5 jours pour se préparer avec ses coéquipiers. Vous pensez qu'il a apporté quelque chose dans ses tirs au but, hormis sa bourde pendant la rencontre, ou même si c'était notre gardien, ça aurait été le même résultat? Si, il a apporté quelque chose parce que voilà, au début, il y avait quand même la pression parce que vous signez dans un grand club et votre premier match, votre premier test, c'est une finale. Donc, certes, il y a eu cette bourde, mais voilà, il a rassuré parce que même Ousmane Dembélé venait lui consoler. Parce que voilà, il a vécu, disons, une soirée drôle parce que voilà, il a fait des erreurs. Encore, il a sauvé sa formation. Il a eu des sueurs froides à un moment. Voilà, donc, moi, c'est un gardien qui j'ai confiance en lui. C'est vrai, il est jeune. On l'a vu, c'est le meilleur gardien de la saison en Ligue 1 cette saison. Donc, c'est vrai. Mais j'ai pas aimé, voilà, peut-être vous allez parler de la manière. Oui, on va en parler. Il faut déjà parler. Voilà, donc, il faut parler. Est-ce qu'il a les épaules pour prendre la place de Donnarumma? Mais c'est la question. Mais Donnarumma est déjà parti, il va partir du côté de City. Oui, voilà, donc, mais est-ce que lui, il est taillé pour prendre cette place, pour jouer dans ce Paris Saint-Germain-là? Oui, bien sûr, mais il y a la pression. Est-ce qu'il va supporter cette pression? Parce qu'on a vu Donnarumma cette saison, donc il a réalisé quand même des rencontres, disons, époustouflantes où il a réalisé des arrêts décisifs pendant des rencontres coupées. Décisifs aussi. Voilà, donc moi je pense qu'il va quand même répondre aux attentes. Il aura besoin de temps, mais il va s'en sortir. C'est cela? Bien sûr. Alors, je reviens à vous, Donnarumma. Vous aussi, vous comprenez cette décision de Luis Enrique parce qu'il a assumé en conférence de presse. Et après, vous pensez que miser sur Chevalier, c'est une bonne option selon ce que vous avez vu hier? Je ne pourrais pas dire, selon ce que j'ai vu hier, je ne pourrais pas dire que c'est une bonne option parce qu'il a fait son travail. Il n'a fait que son travail hier en stoppant en tir au but. Je me dis que même si c'était Donnarumma, ça aurait peut-être été plus parce que ces derniers temps, il avait pris énormément de confiance. Et voilà, et surtout que Lucas Chevalier, c'est l'une de ses spécialités, les tirs au but et les pénaltys entre guillemets. Mais sur la méthode générale, c'est ce que le Paris Saint-Germain est en train d'entreprendre ces derniers temps. Le fait de recruter comme le faisait le Bayern Munich du côté de l'Allemagne. Ils veulent franciser le PSG. Des meilleurs jeunes joueurs français, les recruter au niveau du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, bénéfique pour le club, mais aussi pour l'équipe nationale. C'est un petit peu ça la politique. On peut déplorer la manière dont on s'est séparé de Donnarumma parce que c'est quasiment le meilleur gardien sur la saison qui vient de s'écouler. Oui, c'est le meilleur gardien clairement du monde. Donc oui,
en quelque peu confiance en Lucas Chevalier. Je pense qu'il pourrait assurer déjà le fait qu'il évolue dans un club où la langue française est déjà parlée, où il n'aura pas moins de pression. C'est le meilleur club de son pays. Et effectivement, il connaît très bien le championnat. Donc pour moi, l'adaptation ne sera pas un problème. Mais après, on va attendre voir des grands matchs en Ligue des Champions pour voir le jauger. Certes, il a participé à une Ligue des Champions avec le LOSC, mais ce n'était pas des matchs à haute pression. Il n'avait pas la même pression qu'il va l'avoir au PSG. Une possible première place à prendre en équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde. S'il arrive à mieux performer avec le PSG, peut-être qu'il pourrait prétendre prendre la place de Mike Maignan en équipe nationale. Donc il y a beaucoup de choses autour. Mais après, voilà, j'ai envie qu'il réussisse. Parce que ça reste un jeune joueur très prometteur. D'ailleurs, j'aurais souhaité qu'il signe du côté de Manchester avant qu'il n'aille au PSG. Au PSG. Alors, vous pensez que, comme beaucoup le disent, que le PSG a manqué d'élégance envers Donnarumma après sa saison exceptionnelle qui vient de s'achever? Non, tu sais, le PSG a toujours cette culture quand même du respect envers les joueurs. Vous pensez qu'ils ont véritablement respecté Donnarumma en le faisant remplacer, en ne l'ayant même pas convoqué pour le match d'hier? Bon, on ne peut pas tellement être dans le secret du polichinelle, mais moi je dis que... Mais vous comprenez? Je comprends, peut-être que la non-convocation, maintenant, à la direction peut-être de s'interroger qu'est-ce qui ne va pas. Mais pour le moment, tout va bien. Luis Enrique a assumé cela. Les raisons ont été évoquées. Oui, pour son départ. Pour son départ, ils n'ont pas voulu mettre pression dans le vestiaire sur la nouvelle recrue Chevalier parce que le club a décidé qu'il sera le numéro 1. Donc avoir Donnarumma dans les pattes, ça pourrait le mettre beaucoup de pression. Sachant que pour Paris Saint-Germain, les gardiens ont toujours la pression. Donc vous voyez, c'est de cette pan que je voulais vraiment venir. Moi je trouve que Paris a ses raisons et Donnarumma aussi, mais on ne peut pas lui mettre une tâche. Paris a ses raisons que la raison même elle-même ignore. Mais bon, vous voulez placer un mot très rapidement avant qu'on passe au apparemment dernier thème de ce soir. Turbulent de cette émission. Un autre aspect à signaler, parce qu'il y a ce côté encore qui explique ça, parce que Lucas Chevalier, il est très bien au pied par rapport à Donnarumma. Je crois que c'est le choix, en tout cas tactique de Enrique. Oui, clairement. Mais les claquettes, les télescopages au fil de la saison, on va savoir si le choix il est bon et est-ce qu'il pourra faire mieux. C'est impossible, carrément. On est tous d'accord. En tout cas, les deux Manchester sont en concurrence pour le recruter. C'est possible de faire mieux que la saison dernière pour Chevalier à la place de Donnarumma. Mais bon, Donnarumma en a fait 4 saisons avec le PSG avant de réaliser la saison dernière. Nous prenons la direction de la Saudi Pro League, de l'Arabie Saoudite. Eldorado ou effet de mode? Nous allons en débattre. On termine avec un phénomène qui agite le mercato depuis maintenant quelques saisons. La Saudi Pro League, après Cristiano, Neymar, Benzema, c'est au tour de Joao Félix, de Kingsley Coman de rejoindre l'Arabie Saoudite, des joueurs à la fleur de l'âge. Simple effet de mode ou vrai projet sportif à long terme? Et surtout, partent-ils pour le challenge sportif ou bien pour de l'argent? C'est pour de l'argent ou bien c'est pour le sportif? Souaib, je commence par vous. Je vais quand même pas critiquer mon pays natal. Moi, je pense que s'ils partent pour le sportif, parce que l'Arabie Saoudite, c'est un projet à long terme. Vous êtes arabisé? Oui, c'est un projet à long terme qui est mis en place. Le fait de vouloir organiser la Coupe du Monde 2034 de ce côté, donc avoir beaucoup plus de niveau pour permettre également à l'équipe nationale saoudienne un projet d'ailleurs que la Chine avait entamé il y a des années, mais malheureusement ça n'a pas totalement abouti. Mais après, vous savez, on en débat toujours ici, on dit qu'en Guinée il faut investir pour que le football évolue. Donc pour ça, je pense que là-bas il y a un fonds souverain. Donc voilà pourquoi il faut investir. On investit pour avoir des joueurs de haut niveau, pour mieux avoir un championnat de très très haut niveau, et c'est ce qui est important. On parle de, par exemple, Al Nasser dans ce mercato qui a beaucoup plus recruté en Europe que par rapport à d'autres clubs, mais n'oublions pas Al Hilal qui a pris Darwin Nunez et d'autres joueurs également, Al Ahly, Al Ittihad, donc beaucoup de grands clubs. Pour moi, sachant que le championnat est en train d'augmenter de niveau, le fait d'avoir beaucoup de stars à ce niveau, certes, on pensait que c'était des joueurs en fin de carrière, mais maintenant, ce sont des jeunes joueurs qui commencent à signer du côté de l'Arabie Saoudite. Ça veut dire que le projet sportif également les intéresse, parce qu'on y
pas que pour l'argent. Quand on a des ambitions, surtout des mecs qui ont 18 ans, qui aspirent à jouer dans des équipes nationales de très haut niveau, je pense qu'ils y vont également pour mieux jauger. Connaissant tout le climat autour de l'Arabie Saoudite, je pense que jouer un match en Arabie Saoudite ne devrait pas être très très facile. Ça ne devrait pas être facile. Mais en même temps, quand vous avez un pont d'or devant vous, c'est difficile aussi de refuser. C'est ce que Martinez, en quittant le Barça, c'est ce qu'il a déclaré. Il a vu des chiffres devant lui qui semblent irréalistes. Vous pensez que ce championnat peut s'inscrire dans la durée, au-delà de ces millions il est sur la bonne voie pour s'installer dans la durée? Oui, il est sur la bonne voie parce que voilà, c'est un championnat vraiment qui commence à hausser du niveau. On a vu lors de la précédente Coupe du Monde des clubs où Al Hilal a quand même éliminé Manchester City. C'est vrai, voilà, ce championnat, au début, voilà, on pensait que c'était un championnat où le niveau ne connaissait pas, mais avec l'arrivée des stars, je pense que ce sont les deux, ils sont partis là-bas pour anticiper un peu peut-être la Coupe du Monde de 2034, un peu élever le niveau et surtout voilà, chercher de l'argent. Chercher de l'argent, oui, ça fait partie. mais quoi qu'on dise, pendant la Coupe du Monde des clubs, on a vu une partie de ce que peut offrir ce championnat à travers Al Hilal, qui s'est ici en quart de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Bah oui. Sportivement, il y a le niveau qui grimpe. 5 ans en arrière ou 10 ans, on n'aurait pas pu retrouver un club saoudien à ce niveau. Ça, c'est dû à un projet sportif, comme l'a dit Souaib, parce que les Arabes, ils ont compris que l'avenir du football mondial pourrait être sujet, parce que les plus riches aujourd'hui, ce sont les Arabes, notamment. Et aujourd'hui, moi, je questionne, est-ce que ce sera, en tout cas, le véritable Eldorado pour les joueurs qui évoluent, en tout cas au sein de l'Europe, qui sont en train de prendre la destination. C'est le cas, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Maintenant, est-ce que ça va s'inscrire dans la durée? Voilà, dans la durée. Et moi, je suis en train de questionner dans ma tête là la relation qui va exister entre l'UEFA et Saudi Pro League. Est-ce que véritablement l'UEFA ou la FIFA va accepter cette relation bilatérale afin de permettre à ces clubs saoudiens de jouer les compétitions européennes? C'est là. Maintenant, les joueurs qui sont ambitieux ou qui sont en quête de chercher l'argent, est-ce que c'est d'aller jouer seulement en Pro League ou c'est d'aller jouer un football mondial où ils pourront vraiment retrouver ces trophées majestueux? Alors, oui, il y a une certaine idée de la collaboration entre l'Arabie Saoudite et le championnat européen. Ça a germé à un moment, mais je crois que ça n'a pas fait long feu. Ça serait inédit quand même, mais c'est l'argent qui gouverne le monde. Vous savez d'ailleurs pourquoi il y a beaucoup de bruit autour, parce que les Européens, en quelque sorte, ont une petite crainte. Le fait que l'Arabie Saoudite est en train de dépouiller petit à petit beaucoup de talents. Avant, c'était les trentenaires, maintenant, voilà. Mais moi, j'ai envie de jeunes. rappeler une petite histoire, même en Europe. C'est qu'avant, dans les années 60, j'étais pas né, mais j'ai lu des informations où le championnat espagnol, le championnat italien étaient les championnats les plus dominants d'Europe. Mais petit à petit, quand la Première Ligue a commencé à investir, à recruter les joueurs très très chers et à imposer un autre style de football, on voit aujourd'hui, on parle que de la Première Ligue comme le meilleur championnat d'Europe. Donc c'est comme quoi c'est l'argent, bien entendu, avec les idées qui changent les choses. Donc la seule question c'est qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça va perdurer, est-ce que ça va surfer sur une continuité? Et moi j'ai envie d'y croire parce qu'il y a un projet de Coupe du Monde que l'Arabie Saoudite au moins jusqu'à la tenue de la Coupe du Monde. Voilà, on verra avant ce moment-là quel serait le véritable niveau et peut-être même qu'après la Coupe du Monde ça pourrait définitivement ouvrir la porte pour n'importe quel joueur dans le monde de comme pouvoir ça c'est au niveau de la FIFA et Saoudite. À cela les institutions vont se caracoler les intérêts. L'UEFA va dire à la FIFA non, vous gérez le monde. La Coupe du Monde, vous êtes forcément supposé de trouver un pays qui peut organiser ou sur un continent. Et l'UEFA a carrément, il veut vraiment circonscrire sa zone, c'est-à-dire l'Europe, pour maintenir en tout cas l'image et en tout cas le mouvement du football mondial. Alors pour clôturer là-dessus, vous pensez que cette Saudi Pro League est une menace pour les championnats européens, clairement? Oui, pour le moment, oui, mais pour la longue durée, non, je ne dirais pas. C'est fort, hein? C'est le cas, n'est-ce pas? Vous aussi pensez la même chose? Non, mais je ne pense pas. Une menace. Non, mais le football n'appartient à personne. C'est pour tout le monde. Donc, ceux qui investissent le mieux, ceux qui ont des idées, ceux qui attirent le mieux auront les meilleurs. Pour moi, ce n'est pas une menace. L'Arabie Saoudite est en train... C'est une concurrence saine. Oui, l'Arabie Saoudite est en train d'imposer ses idées avec ses projets. Donc, ils sont sur une continuité. On en parle ici aujourd'hui. Nous,
à un moment donné en Guinée, on arrivait également à attirer des joueurs africains du côté du Oroya. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc je pense que c'est la même situation. Oui, Ouais. alors, ainsi se referme cette édition de World Sport entre la Guinée où le Sili joue son avenir au Chan, le PSG qui commence la saison avec un trophée, et l'Arabie Saoudite qui continue de secouer le marché des transferts. On voit bien que le football reste imprévisible et passionnant. Restez connectés sur les antennes de Kavi. Juste après nous, vous retrouverez Barama Warati Soumouni avec Bondi et Doyen Aboubakar Kamara. Quant à nous, on se retrouve demain à partir de 8h. Continuez à suivre les programmes de Kavi et passez une excellente fin de journée.